Voilà, l'objectif vraiment de ce soir, c'est vous donner l'occasion de rencontrer les différents auteurs. Alors, pas tout le monde, on va faire sûrement une deuxième conférence bientôt, parce que là, on est la moitié de l'équipe. Mais c'est déjà pas mal hein, pour une heure de conférence. On a déjà pas mal, pas beaucoup de temps chacun pour vous parler. Donc, on va faire au mieux pour vous dire des choses intéressantes ce soir. Donc, je suis avec le professeur De Oliveira, donc, qui est vraiment le fondateur de la TCP. Donc, on a le grand honneur d'accueillir Irismar et De Oliveira, donc c'est formidable. Et puis je suis avec également Nathalie Le Garzic, Sixtine Bonneau et Mathieu Bourlier. Voilà. Et on va chacun vous présenter un petit peu notre regard sur la TCP, vous parler pour certains d'entre nous de ce qu'on a écrit dans le livre. Et puis surtout à la fin, on répondra aussi à toutes vos questions. Donc quand vous avez des questions, notez-les dans le chat. Gardez bien vos micros fermés, comme ça on n'a pas d'interférence, de bruit, de choses comme ça. Et puis à la fin, donc une fois qu'on aura présenté chacun, on répondra à vos questions avec grand plaisir. Voilà. Donc si vous êtes OK, eh ben, on va pouvoir commencer. Voilà. Donc, comme je vous le disais là, pour vous présenter un petit peu cette conférence, donc on est cinq co-auteurs. On est cinq co-auteurs ce soir, hein. On est 11 en tout, mais ce soir on est cinq. Et le but de cette conférence, c'est de vous apporter un peu notre vision de la TCP, puis vous donner aussi un aperçu de notre travail collectif dans le livre. Donc, avant de vous présenter ça, je voudrais vous dire quels étaient les objectifs finalement qui étaient les miens en décidant enfin de écrire ce livre. Bah, déjà, le premier objectif, c'était de répondre à la demande de Rismar, du professeur de Oliveira. Ça faisait pas mal de temps, Rismar, hein, qu'on en parlait, de faire un livre en français. D'où le point 2, hein, de pouvoir vraiment proposer au public francophone, qui ne lit pas d'ailleurs toujours l'anglais, hein, on n'est pas toujours très bon en langue en France, de proposer le premier livre sur ce sujet en français. Donc c'est important de le faire. J'avoue que j'ai un peu procrastiné, même longtemps procrastiné avant de me décider, mais voilà, je suis très très contente que ce soit enfin finalisé. Ce livre, il vient aussi en complément de la formation pour les personnes qui soit se sont déjà formées ou qui sont en formation ou qui vont se former. Donc, c'est un livre qui a un côté vraiment guide pratique, donc qui va venir accompagner la formation. Et j'ai déjà eu des retours de personnes qui se forment en ce moment et qui adorent lire le livre tout en se formant. L'idée aussi pour nous, c'est de vous montrer comment la TCP s'adapte à notre pratique, quel que soit notre public. Et c'est ce que vous allez voir aussi parmi les co-auteurs. On a tous des publics différents. On est soit psychiatre, soit psychologue. Et on voit des patients très différents. Donc, c'est vraiment pour vous montrer le côté vraiment transverse de la TCP, transdiagnostique, et voir qu'elle peut aider beaucoup, beaucoup d'entre nous à aider beaucoup de patients. Et puis aussi, enfin, montrer comment la TCP renforce notre efficacité à nous et donc notre bien-être, hein, puisque voilà, notre bien-être au travail, c'est quelque chose de très important. On a tous envie d'être confortable dans notre pratique et aider nos patients au mieux. Voilà. Donc, je vous présente en deux mots pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore. Donc, je suis Anne-Françoise Chaperon, je suis psychologue clinicienne, je suis psychothérapeute en libéral à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine. Et j'ai la chance d'avoir avec moi cinq merveilleux collaborateurs. Voilà. Je suis également formatrice en TCC, par exemple à la FTCC, mais dans pas mal d'autres organismes de formation. Je vais de temps en temps à l'université aussi donner des cours sur la TCP. Et également, j'ai créé mon organisme de formation qui s'appelle Action Forme, dans lequel j'enseigne la TCP en ligne avec de l'accompagnement sous forme d'intervision et de supervision. Je suis l'auteur de plusieurs livres également en TCC et je suis superviseuse. Voilà. Donc, je rentre dans le vif du sujet. Voilà, je vais vous parler de la TCP. Je vais vous dire deux, trois mots sur la TCP, mais surtout Iris Marc tout à l'heure qui vous présentera un petit peu mieux les fondements de la TCP, comment, voilà, d'où ça vient, etc. Euh, En fait, sur ce qu'on peut dire, c'est que la TCP, c'est de la TCC avant tout, mais c'est de la TCC réorganisée complètement différemment. C'est une autre manière de travailler. Donc, vous allez retrouver les mêmes bases scientifiques, le même vocabulaire pour nommer les concepts, mais la manière de travailler change complètement. On va rentrer dans un système beaucoup plus métaphorique, beaucoup plus ludique, qui va nous permettre finalement de relier entre elles et de réorganiser
toutes les techniques TCC classiques, en fait. Ce que ça va donner, l'idée derrière ça, c'est de rendre ces techniques plus claires, donc plus claires à utiliser pour nous, mais aussi plus psychoéducatives pour les patients, qui vont mieux se les approprier, mieux comprendre où on veut aller, et donc bah, mieux ensuite progresser, évidemment. Et puis, euh, vous allez voir aussi que ces techniques sont beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus faciles à utiliser, beaucoup plus pratiques dans leur utilisation. Et donc, nous, thérapeutes, on est guidés pas à pas, en fait. C'est-à-dire qu'on sait toujours à chaque séance où on en est et ce qu'on doit faire. Et donc, le patient aussi est guidé pas à pas, ce qui fait que la TCP, c'est vraiment une manière très contenante de travailler avec le patient. Donc, bah, grâce à ça, on observe, hein. Moi, j'étais formée en 2012, donc ça commence à faire maintenant. On voit bien, hein, il y a un avant et un après. En tout cas, je peux vraiment en témoigner et on verra ce que disent les collègues, mais on a vraiment des résultats qui viennent plus rapidement. On a des patients moins résistants. Pourquoi? Parce qu'il y a une plus grande acceptabilité de la part des patients de vraiment se laisser embarquer dans une thérapie et du coup, l'alliance thérapeutique se fait plus facilement. Donc ça, c'est génial parce on fait un travail plus efficace. Et du coup, nous-mêmes, on a plus confiance dans notre savoir-faire de thérapeute et on sait qu'on fait un travail plus en profondeur. Notamment, on est capable d'aller travailler les schémas. C'est ce que je vais vous montrer à travers le cas clinique que je présente dans le livre. Voilà, donc j'y viens. Dans mon chapitre, je vais vous faire un petit aperçu, hein, parce qu'évidemment, j'ai pas beaucoup de temps. Mais je parle d'une de mes patientes qui s'appelle Louise, qui a 49 ans et qui souffre d'un TOC particulièrement sévère depuis ses 17 ans. Donc, c'est un TOC extrêmement ancien. Donc, elle souffre horriblement puisque cette femme a une peur permanente de mourir d'un arrêt cardiaque. Et elle a développé tout au long de ces années une hypervigilance par rapport à vérifier ses pulsations cardiaques. Elle se plaint également d'extrasystole et elle présente des compulsions en fait de vérification, comme par exemple prendre sa tension, mais ça peut aller quand je la rencontre jusqu'à 100 fois par jour, hein. Donc vous pouvez imaginer la vie de cette femme qui doit vérifier 100 fois par jour si son cœur bat toujours, et ce depuis ses 17 ans. Et elle a rencontré évidemment tous les psys possibles et imaginables avant qu'on travaille ensemble. Elle fait aussi beaucoup d'évitements. Elle est obligée de s'allonger quand elle sent son cœur battre trop vite. Donc tout s'arrête en fait dès que son cœur ne va pas comme elle le pense normalement. Donc, voilà un peu la problématique de Louise. Et je vais vous montrer un peu rapide, hein, aussi en accéléré, mais je voudrais vous montrer les étapes de la TCP que j'ai pu mettre en place avec elle pour l'aider. Donc, sa demande, évidemment, c'est de se débarrasser de ce TOC. Elle en peut plus, c'est extrêmement dépressogène aussi pour elle. Et donc, la première étape, ben, on a démarré par la conceptualisation du cas. Et je vais vous montrer justement la particularité de la conceptualisation de cas en TCP, où elle apporte une situation d'une soirée au théâtre, où elle est censée passer une bonne soirée au théâtre avec lui et son mari, et qui met en évidence la boucle infernale de maintien du TOC. Donc, je vous montre la conceptualisation de cas de Louise. Donc, voilà la situation qu'elle apporte. La situation de problème, c'est qu'elle sort du restaurant. Elle est allée au restaurant avec son mari et ses amis avant d'aller au théâtre. Et au moment où elle se lève, en fait, le fait de se lever fait que son cœur s'accélère, en tout cas, ce qu'elle ressent. Et elle sent son cœur qui cogne dans sa poitrine. Donc là, la pensée qu'elle a immédiatement, c'est il va falloir que le SAMU vienne me sauver. Elle croit à 70% à cette pensée et elle a très peur à 70%. Et donc, elle a une réaction physiologique. Évidemment, le stress augmente certainement encore plus ses pulsations cardiaques. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait de la cohérence cardiaque et puis elle commence à écouter son cœur pendant toute la pièce. En fait, elle se retrouve au théâtre. Elle va quand même au théâtre. Elle aurait pu rentrer chez elle, mais elle va au théâtre. Mais pendant toute la pièce, elle écoute son cœur. Elle prend sa tension avec son petit tensiomètre, là. Et elle est pas capable de me dire de quoi parler la pièce, en fait, hein. Donc, elle a absolument pas profité de sa soirée. Donc, ça, c'est le niveau 1 du diagramme. Donc, on voit déjà une boucle de rétroaction qui est présente, hein. On voit que tous les éléments sont liés entre eux et s'auto-entretiennent depuis, évidemment, depuis toujours, hein, puisque la situation change, mais à chaque fois, cette boucle est la même. Si on descend au niveau 2 du diagramme, on va regarder
On va aller regarder ce qu'on appelle les croyances conditionnelles ou les présupposés sous-jacents et on va aller chercher pourquoi elle fait tout ça. Et en fait, bah, la question, c'est que si elle ne cherche pas à contrôler, hein, en vérifiant tout cela ici au niveau 1, alors elle ne pourrait pas identifier le moment critique, c'est-à-dire qu'elle pense qu'elle va mourir et que donc si elle ne surveille pas son cœur comme le lait sur le feu, alors elle pense qu'elle va mourir. Donc il faut qu'elle le fasse. Donc son comportement de sécurité, c'est de chercher cette réassurance et de contrôler en permanence ses pulsations cardiaques. C'est tout à fait logique. Voilà. Après, on a encore le niveau 3 de ce diagramme de conceptualisation dans lequel on va aller chercher ce qu'on appelle la croyance centrale négative. On va partir de la pensée automatique et on va poser des questions de manière très socratique aux patients, de ce qu'on appelle la flèche descendante, hein, en TCC, pour aboutir à, eh bien, je suis seule et vulnérable, et elle y croit à 100%. Et pour cette croyance est finalement centrale et entretient toute cette boucle de rétroaction qui se manifeste comme ça sur les 3 niveaux. Voilà, je vous fais très rapide, hein, je m'en excuse parce qu'évidemment, je ne peux pas beaucoup m'attarder. Donc, l'étape 2, c'est l'hypothèse de travail. J'en parle évidemment directement avec Louise et on est toutes les deux d'accord pour dire que si on arrive à stopper cette boucle infernale, hein, qui persiste depuis ses 17 ans à peu près, alors peut-être que on arrivera à faire régresser le TOC. Donc, on a mis en place 3 techniques de la TCP que je détaille, mais alors pas à pas, minute après minute, presque dans le livre. On va utiliser, pour ceux qui ont déjà un peu entendu parler des procès, de la métaphore de la justice qu'on utilise beaucoup en TCP, on va utiliser le procès 1. L'objectif du procès 1, du premier procès, c'est de venir déstabiliser puis assouplir cette croyance centrale négative qu'elle formule comme je suis seule et vulnérable, et d'activer à la place de cette croyance une croyance positive. Vous verrez à la fin, hein, elle va se transformer en je suis forte et entourée, ce qui est exactement l'inverse de je suis seule et vulnérable. Donc le procès 1, la métaphore du procès dans laquelle elle va devoir à un moment donné prendre la peau de l'accusée, elle est accusée elle-même, elle s'auto-accuse de cette croyance-là, et après dans la peau d'un procureur qui vient voilà, accuser la personne, ensuite un avocat qui vient la défendre, et puis des jurés qui viennent amener un verdict, etc. Donc c'est tout un processus, hein, que je détaille pas à pas dans le livre, qui va permettre d'activer une croyance centrale positive. Ensuite, on va utiliser le procès 2. Le procès 2, on va aller encore plus loin, hein, puisque le personnage du procureur dans le procès 1 symbolise finalement cette croyance centrale négative. Eh bien, on va aller faire le procès du procureur, hein, on va aller essayer de comprendre ce qui ne va pas chez lui. Et l'objectif de ce procès 2, c'est d'activer la conscience métacognitive. Pour ceux qui pratiquent aussi la thérapie ACT, il y a beaucoup de liens en fait entre la TCP et l'ACT. Et là, on va vraiment travailler le processus de diffusion à fond pour vraiment finir, je dirais, d'achever ce procureur qui l'embête depuis ses 17 ans et qui lui fait croire depuis ses 17 ans qu'elle va mourir dès que son cœur s'accélère. Et la troisième partie, donc la troisième étape que je montre dans le livre, c'est le protocole d'exposition graduée qui va lui permettre petit à petit de diminuer ses comportements de sécurité, donc de diminuer les compulsions, les vérifications et les évitements qu'elle met en place depuis toujours. Voilà, c'est très rapide, évidemment. La quatrième étape, ben, ça a été celle de la validation des résultats, c'est-à-dire de faire l'avant-après, de voir ce qui a bougé. Donc, au niveau qualitatif, est-ce que la qualité de vie de Louise s'en trouve meilleure après la TCP? Et est-ce qu'on a réussi à traiter le TOC? Et puis, quantitatif, on va regarder aussi l'évolution des résultats au questionnaire qu'on utilise toujours en TCC, hein, en test-retest. Et puis, l'évolution également des comportements de sécurité, les rituels, le nombre de rituels, la fréquence des évitements, etc. Donc là, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif des résultats à 18 mois entre le début et la fin de la thérapie. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, au niveau comportemental, on avait ces compulsions de prendre sa tension jusqu'à 100 fois par jour, d'arrêter toute activité jusqu'à ce que le cœur se ralentisse, jusqu'à ce que ça atteigne une valeur acceptable, hein, pour elle. Et ça pouvait durer jusqu'à 1 heure, hein, cette attente. Hein. Donc, elle pouvait pendant 1 heure ne plus bouger en attendant que son cœur se calme. Et à la fin de la thérapie, ben, ce comportement est devenu très occasionnel. Euh, Quand on quantifie les compulsions, ça peut être 3 fois d'affilée au maximum dans une journée, mais pas plus.
Le deuxième comportement, c'était d'écouter son cœur hein, en plaçant ses mains sur ses carotides quand elle sentait des extrasystoles. Donc ça, c'était au moins 10 fois par jour au début de thérapie. À la fin de la thérapie, on est à une fois par semaine maximum. Et puis elle m'a donné un exemple le jour où on a vérifié ça. Elle m'a dit qu'elle n'avait fait aucune vérification après avoir monté les marches dans le métro et que même si elle s'était sentie essoufflée, ben, elle m'a dit ça ne me stresse plus. Donc formidable. En cas d'essoufflement, ce qu'elle faisait aussi, c'est qu'elle s'allongeait, hein, comme je vous disais, jusqu'à ce que son cœur se calme. Donc ce comportement a complètement disparu à la fin de la prise en charge, enfin en tout cas à la fin de ces 18 mois. Elle prenait également régulièrement du Lexomil, ça a totalement disparu. Et elle utilisait aussi un oxymètre. Et elle n'utilise plus du tout cet oxymètre à la fin de ces 18 mois. Donc, je vous montre rapidement pour ceux qui connaissent les schémas de Jung, hein, les schémas cognitifs, c'est le questionnaire en 232 items de Jung. Vous voyez, on voit l'évolution hein, avant, à 1 an et à 18 mois des schémas de Jung. Donc, on voit bien la tendance hein, à la baisse hein, de quasiment tous les schémas. Donc, ça montre bien que la TCP est une thérapie des schémas également et que travailler sur les croyances centrales négatives revient aussi à venir assouplir les schémas cognitifs. Voilà, je ne m'étends pas plus longtemps là-dessus parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais bon. Et puis voilà, je vous montre aussi les autres questionnaires que j'ai utilisés avec elle. Alors, le plus important, c'est celui-ci, c'est l'échelle d'obsession et compulsion de Yelbron, où on voit au départ effectivement un total de 24 sur 40 qui montre déjà un TOC relativement sévère. Et puis, vous voyez, on voit l'évolution hein, chiffrée carrément à 1 an et à 18 mois. Et à 18 mois, il n'y a plus de TOC. Hein. Vous voyez, ce total de 9 sur 40, le TOC a disparu. L'échelle de dépression de Beck, elle n'était pas déprimée, donc on reste au même niveau. On voit que l'échelle d'anxiété STAI, et état, vous voyez, a beaucoup, beaucoup régressé aussi entre le début et la fin. L'échelle de stress, MSP25 également, vous voyez, on est passé de 129 sur 200 à 70 sur 200. Et l'échelle de Ratus, elle a augmenté, c'est ce qu'il fallait, puisqu'on est passé de -7, un comportement plutôt passif, à un comportement bien affirmé à +23. Pourtant, on n'a pas travaillé l'affirmation de soi, mais vous voyez, quand on fait une thérapie, on a toujours des bienfaits collatéraux assez inattendus et on est toujours content de le constater. Voilà, donc pour en savoir plus sur la TCP, vous avez 2 sites. Hein. Vous avez le site du professeur De Oliveira, c'est un site en anglais qui est ici. Alors, j'ai vu tout à l'heure que Mathieu, vous avez mis les liens de ces 2 sites dans le chat. Donc, si vous avez envie, n'hésitez pas à les récupérer. Et puis, le site en français de la thérapie cognitive processuelle, voilà, dans lequel vous avez toutes les études scientifiques à télécharger, un livre blanc à télécharger si ce n'est pas fait. Et puis toutes les infos sur les formations, enfin, bref, tout ce que vous avez envie de savoir sur la TCP est dans ce site. Donc, je vais laisser la parole au professeur De Oliveira qui va bah, voilà, se présenter, puis également vous présenter sa vision de la TCP. Et je vous remercie voilà, déjà pour votre attention. J'arrête le partage. Je te laisse la place, Iris Mar. Bonjour à tous et à toutes. Félicitations Anne-Françoise pour cette présentation merveilleuse qui me rend la tâche beaucoup plus facile. C'est vrai que Merci. moi, je vais un petit peu raconter l'histoire de la TCP, comment je l'ai développée. Je n'ai pas un cas clinique, mais de toute façon, cette présentation que tu as faite montre très clairement l'efficacité de la thérapie cognitive processuelle. Alors, le titre de mon chapitre dans ce livre, c'est La naissance et l'évolution de la thérapie cognitive processuelle. Et disons que il faut que je raconte un petit peu mon histoire personnelle, mon histoire professionnelle, euh, parce que elle est très importante dans le développement de la thérapie cognitive processuelle. En fait, au début de ma carrière, j'étais cardiologue, j'avais fait un internat de cardiologie au Brésil à la fin des années 70, mais je me sentais très mal à l'aise dans cette spécialité, alors j'ai décidé de devenir psychiatre. Et alors, je suis allé, parce que je suis au Brésil en ce moment, c'est pour ça que je dis je suis allé en France, et où j'ai été entre 1983 et 1988. J'ai fait une formation, un internat en psychiatrie à l'hôpital Sainte-Anne
Et à cette époque, je voulais aussi devenir psychanalyste, ce qui fait que j'étais aussi inscrit à Paris 8, où je faisais une formation de psychanalyse lacanienne. Je pense qu'à l'époque, c'était Jacques Alain Miller. Mais en fait, quand on fait plusieurs choses en même temps, on risque de le faire mal. Alors, j'ai décidé d'arrêter la psychanalyse et, bon, poursuivre ma formation en psychiatrie et psychopharmacologie. Je reviens au Brésil en 1988. Bon, et pour enseigner à l'Université fédérale de Bahia, j'avais déjà une liaison avec l'Université fédérale de Bahia, mais bon, je travaille en tant que psychiatre clinique et psychopharmacologue. Je donne des cours, je fais des séminaires au Brésil. Et c'est comme ça, tout à fait par hasard, que je découvre la thérapie cognitive. C'était en 1998. Je faisais un séminaire, je donnais un cours de psychopharmacologie euh, au sud du Brésil, alors qu'ils avaient organisé une formation et les enseignants de l'Institut Beck venaient à Porto Alegre et la personne qui l'organisait m'a invité. Elle m'a dit comme ça, tu veux, bon, il y a la thérapie cognitive. Et je lui ai posé cette question, la thérapie cognitive, j'ai entendu parler de ça, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est à ce moment-là qu'elle m'invite à participer. Et bon, c'était une espèce de coup de foudre. En ce moment-là, bon, je suis très intéressé. C'était une fin de semaine, oui, une fin de semaine. Je dois retourner pendant un an à Porto Alegre plusieurs fois, ce que je fais volontiers. Et cette première fin de semaine, c'était déjà très importante pour moi parce que j'avais déjà commencé à utiliser la thérapie cognitive avec mes clients de psychiatrie clinique. Alors, en fait, comme Anne-Françoise l'a bien dit, la thérapie cognitive processuelle qui est apparue après, c'est la thérapie cognitive comportementale de Beck. Mais au fur et à mesure, pendant que j'utilisais la thérapie cognitive, je faisais deux modifications, deux changements des techniques. Parfois, j'avais l'impression qu'il y avait des choses qui manquaient, alors je- j'avais l'impression de créer quelques techniques qui allaient remplir ce vide que je sentais. Ce qui fait qu'à la fin, après à peu près 10 ans, j'avais quelque chose qui était différent dans mes mains. Et je pense qu'en fait, l'innovation majeure, ce que je dirais, c'était plutôt une organisation spécifique des techniques cognitives et comportementales. Et quand j'ai connu, en fait, je me souviens que j'étais en train de justement penser un petit peu aux techniques que j'avais créées. La première, c'était justement le procès. Et ça a été une inspiration de Kafka. J'avais lu le procès de Kafka. Et alors je me suis dit, on peut quand même, si j'interprète bien le livre de Kafka, il y a probablement une espèce d'auto-accusation. C'est ce qu'on voit dans. C'est mon interprétation du personnage, de ce que vit le personnage. Et alors, en fait, ce que je créais en ce moment-là, c'était une tentative de rendre la TCC plus compréhensible et applicable, tout en conservant la flexibilité et l'efficacité très connue de la thérapie cognitive. Bon, dans mon chapitre, dans ce livre, qui vraiment, j'ai été impressionné justement par ce livre, j'ai envie de le traduire en portugais, de faire en sorte que les Brésiliens connaissent ce livre, parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont, disons, explorés par, par les Français, par vous, pour les auteurs, que je n'ai pas travaillé ici au Brésil. Bon, de toute façon, il y a à peu près une description de 15, de 13 techniques qui forment la thérapie cognitive processuelle, mais je voudrais quand même tirer votre attention par rapport à deux aspects que je pense que sont très importants. Premièrement,
Anne-Françoise l'a présenté très bien, c'était le diagramme de conceptualisation, parce que le diagramme de conceptualisation de la TCP, pour moi, a fait une grande différence en ce qui concerne, disons, la facilité qu'on a de présenter ça aux patients. Parce que quand on utilise les diagrammes le diagramme de la TCP de Beck, j'ai l'impression que c'est très difficile de partager ça avec les patients et en fait, c'est un outil qui est plutôt du thérapeute que du patient. Et je voulais quelque chose qui soit, disons, facile à comprendre et pour les patients et aussi facile à être expliqué par les thérapeutes. Alors, ça, c'est le diagramme de conceptualisation. Il y a trois phases. Bien sûr, trois niveaux. Anne-Françoise l'a bien expliqué et donné l'exemple. Mais en fait, ce que on veut, c'est de changer la direction de ces flèches. En fait, le patient nous arrive avec une croyance centrale négative qui est active, en général, qui le font souffrir. Et ce qu'on veut, c'est utiliser les techniques dans ces trois niveaux. Alors, il y a des techniques pour changer et modifier les pensées automatiques. Il y a aussi dans la TCP techniques spécifiques, techniques pour changer les présupposées sous-jacentes et le comportement de sécurité. Et finalement, ce qui est le plus important, qui a été très bien montré par Anne-Françoise, c'est d'assouplir, c'est de changer. Là, on voit par exemple dans cette première phase ce que on a plutôt des croyances positives qui sont beaucoup plus facilement activées chez les patients. Alors, en fait, la métaphore du procès est la plus importante dans la TCP. Finalement, ce qu'on veut, c'est assouplir les croyances dysfonctionnelles. Ce qui fait que ce qui caractérise la thérapie cognitive processuelle, et ça, je crois que c'est très important, on n'a que 13 techniques. Mais ces 13 techniques couvrent à peu près au moins 60% de toutes les techniques que j'ai comptées quand j'ai traduit le livre de Bob Lee et Robert Leary, vous prononcez en français, qui parle des techniques de thérapie cognitive, alors que je les ai comptées et je pense que ces 13 techniques couvrent les autres, la plus grande partie des techniques de la thérapie cognitive conventionnelle. Et comment? C'est ce qu'on montre. Quand on utilise, par exemple, une seule technique de la thérapie cognitive processuelle, on est en train d'utiliser au moins 10 à 15 techniques qui sont combinées, ce qui fait qu'on n'a pas l'impression qu'on est en train d'utiliser plusieurs techniques. On n'utilise qu'une technique, c'est le procès. On fait ça dans une séance ou deux séances, mais on est en train d'utiliser plusieurs techniques qui sont très efficaces dans la thérapie cognitive conventionnelle. Alors, en fait, à la fin, ce qu'on veut, c'est que le patient devienne le juge de ses pensées. Et en fait, comme Anne-Françoise a dit, bon, la TCP, en fait, les concepts sont les mêmes. Les éléments fondamentaux de la TCC sont adaptés par la TCP. Et le but, c'était de développer une approche accessible pour les patients et les thérapeutes, tout en gardant la flexibilité et l'efficacité de la TCC conventionnelle. Hein. Bon, c'est une approche transdiagnostique et applicable à plusieurs troubles psychologiques. En fait, finalement, il y a pas mal d'études qui valident l'efficacité de la thérapie cognitive processuelle. On a des publications qui ont validé les outils, par exemple le questionnaire le CD-Quest, le questionnaire de distorsion cognitive. Et il y a aussi un questionnaire qui nous permet de suivre les croyances quantitativement et qualitativement. Et en fait, plusieurs essais cliniques ont été développés, faits par des groupes indépendants. Et je vous le montre
dans cette méta-analyse de cette revue systématique qui a été publiée récemment et qui montre aussi, qui montre clairement les essais cliniques, les études qui ont été faites par rapport à la thérapie cognitive processuelle. Alors, on a des études par rapport à la dépression, la phobie sociale, le trouble du stress post-traumatique, le trouble obsessif compulsif. Ce qu'on, à la fin, on conclut, c'est que la thérapie cognitive processuelle elle est aussi efficace que les approches utilisées, les plus importantes approches utilisées pour traiter chacune de ces, ou chacun de ces troubles que vous voyez ici. La thérapie cognitive processuelle a été aussi étudiée chez des adolescents dans des écoles publiques, chez des étudiants de médecine dans une université brésilienne, ce qui fait qu'en fait, on peut dire que la thérapie cognitive processuelle est une approche transdiagnostique, je pense, qui est vraiment prometteuse et qui, j'espère, soit utilisée et qui soit très connue euh, en France. Et je profite de ce moment pour vraiment féliciter et dire merci à Anne-Françoise pour le travail merveilleux que tu as fait pour valider la thérapie cognitive en France, pour la diffuser, pour faire en sorte qu'elle soit connue dans le monde de langue française. Et merci à vous tous. Merci Rismar, merci. Bah, la TCP a changé ma vie, je ne pouvais pas la garder pour moi toute seule, hein. C'est normal de la partager. OK. Alors, on va donner la parole à Nathalie, qui va prendre la suite. Oui, merci beaucoup Anne-Françoise. Alors, je vais juste préparer mon partage d'écran pour mettre mon PowerPoint. Hop, excusez-moi, je prépare juste et voilà. Alors, merci beaucoup de me donner la parole. Donc, je vais me présenter. Donc, moi, je suis psychiatre, je travaille en libéral, je suis formée au TCC depuis un certain nombre d'années et je suis aussi enseignante et superviseure à la FTCC. Et j'ai la chance d'être formée à la TCP depuis 2019. Je suis principalement des patients qui ont un profil de troubles anxieux, de TOC, de troubles dépressifs et d'épuisement professionnel. Ça, c'est un petit peu pour donner mon contexte de travail. Je vais vous présenter 2 vignettes cliniques très courtes. Je vais vous montrer le cas de Maude et comment la prise en charge en TCP l'a améliorée. Et puis, je trouvais intéressant de partager aussi le cas de François qui vient de débuter en fait la TCP et comment, dès le début de cette technique de psychothérapie, l'alliance thérapeutique s'est modifiée pour être de bien meilleure qualité. Alors, le cas de Maude. Maude a 45 ans quand je la reçois. Elle vit en couple, elle a 3 enfants adolescents, elle est infirmière. Elle a un trouble anxieux généralisé, elle a des phobies d'impulsion et elle se retrouve régulièrement en situation d'épuisement chronique, et elle dit chronique. Elle est suivie par une psychologue qui me l'adresse pour discuter à cette époque-là d'une indication de traitement médicamenteux par ISRS, ce sont les antidépresseurs, dans l'indication du trouble anxieux généralisé principalement. Donc, en accord avec Maude, on met en place le traitement. Dans un premier temps, Maude présente une amélioration clinique avec conjointement la mise en place du médicament et le suivi en psychothérapie avec ma collègue. Mais en fait, elle revient régulièrement dans le même contexte, c'est-à-dire à nouveau épuisée, à niveau avec une anxiété très forte. Et elle a cette impression de récurrence, en fait, elle a l'impression de mettre des choses en place et qu'elle se retrouve tout le temps dans la même situation de difficulté à la maison ou au travail. Après discussion, je vais donc lui proposer de débuter une thérapie cognitive processuelle. Très vite, ça va changer un petit peu la donne sur le suivi. Donc, la croyance centrale, moi, j'ai pas repris toute la technique de la TCP. Je vais faire plus une présentation clinique là, uniquement clinique. Je n'ai pas mis la technique, mais la croyance centrale négative retrouvée lors du diagramme de conceptualisation, c'est je n'ai pas de valeur. On sera amené à faire 2 procès sur 1 an et je vous ai mis des exemples d'accusations du procureur pour vous montrer un peu ce qui se passe.
Le procureur dit, hop, je vais juste changer pour pouvoir lire, voilà. Quelqu'un qui n'aurait pas dû exister puisqu'elle n'était pas prévue. L'avortement était programmé et au dernier moment, sa mère n'a pas pu le faire. Donc c'est quand même assez violent hein, ce qu'elle peut recevoir à ce moment-là dans le procès. Elle s'est retrouvée dans la vie du couple, ce qui a déclenché un mariage précipité et de la violence. Exemple de plaidoirie de l'avocat, ses parents avaient leurs responsabilités, ils auraient pu choisir une autre ligne de conduite et ils ont fait le choix de rester ensemble. Maud est en vie, elle existe, elle a construit sa vie, elle a des enfants et un mari. Après le procès, la croyance centrale positive que Maud va développer, c'est j'ai de la valeur. Donc en fait, si on boucle les choses, euh, elle se retrouvait dans des situations de difficultés relationnelles avec ses parents. Au sein de sa famille, avec ses enfants et son mari, ça fonctionnait plutôt bien. Mais Maud, elle a, j'ai pas remis les questionnaires de Jung, mais Maud, elle a un schéma de carence affective et un gros schéma d'abnégation, et dans son contexte professionnel et dans son contexte familial. Donc en permanence, elle oublie de s'occuper d'elle, elle prend soin de tout le monde et elle s'épuise à le faire. Et là, ce qui va changer avec la prise en charge en thérapie cognitive processuelle et avec l'apparition de la CCP, j'ai de la valeur, c'est que Maud va mettre en place des actions euh, qui est dans ce sens-là. Et surtout, on fait travailler aux patients la repérage de la croyance centrale positive sur chaque action et du coup qui viennent encore renforcer davantage la, la, les progrès comportementaux qu'elle va mettre en place. Donc petit à petit, Maud va réussir à modifier les choses pour elle et puis à réussir à dégager du temps pour elle et va arrêter surtout d'être dans cette répétition permanente de je suis au service de tout le monde au travail, je suis au service de tout le monde à la maison, je dois voir mes parents très très souvent, aller les aider alors même qu'elle a vécu des choses très compliquées quand elle était jeune. Qu'est-ce qui se passe pour Maud maintenant avec cette pratique de la thérapie cognitive processuelle? Eh bien, je ne la vois plus qu'une à deux fois par an et elle vient plutôt s'appuyer ponctuellement sur la consultation pour finalement reprendre ce qu'elle sait déjà faire. Elle vient plutôt faire un récit de ses difficultés ou des améliorations dans sa qualité de vie. Et puis elle repart et elle est beaucoup plus autonome. Elle n'a plus de traitement d'ailleurs depuis qu'elle a pu bénéficier de cette thérapie. Et elle décrit des relations familiales qui ont complètement changé. Tout le monde s'est remis en action dans la famille et ne repose plus que sur elle. Et elle a également réussi à changer de travail, hein. Elle était malheureuse dans son travail, mais elle ne s'autorisait pas du tout à imaginer d'en changer. Donc elle a pu changer de travail, postuler, être reconnue à sa valeur. Elle a complètement changé de mission et donc elle est beaucoup plus épanouie maintenant. Ça, c'était l'histoire de Maud. Maintenant, je vous présente une deuxième vignette clinique. Alors, le cas de François et le début de la TCP. Donc, je voulais vraiment vous le présenter. En fait, je suis en train de démarrer la thérapie cognitive processuelle avec François. Donc, on est au tout début de cette partie-là. Mais ça a vraiment déclenché des choses différentes dans sa prise en charge. Et c'est pour ça que j'avais à cœur d'en parler aujourd'hui. Historiquement, il a 35 ans quand je le reçois et c'était en 2016. Donc, ça date un peu. On peut s'inquiéter quand même parce que il ne s'est pas beaucoup amélioré depuis, mais à l'époque, il parle très peu de son histoire personnelle. Je sais juste qu'il voit plus ses parents, que ça a été très compliqué dans sa vie et que, il s'est construit un peu tout seul. Seulement, il a eu un accident de voiture. Depuis, quand je le vois en 2016, ça fait 2 ou 3 ans, il est en arrêt et récupère pas. Et en fait, François, il veut récupérer tout comme avant. Il n'est pas du tout en capacité de s'adapter au changement. Et il vient pour des problèmes d'anxiété. Il vient faire la thérapie cognitive, comportementale et cognitive, pardon, la TCC au départ. Donc quand je le reçois, c'est très compliqué parce que François, il a un état dépressif extrêmement sévère, un trouble anxieux généralisé très invalidant, une phobie sociale dont on ne parle pas beaucoup à ce moment-là, et il fait des attaques de panique. Et en particulier, il se retrouve en incapacité de conduire depuis son accident. Il vient en VSL, donc en taxi pris en charge par la Sécu au cabinet, et il fait des attaques de panique à chaque fois sur le trajet. Donc ça ne facilite pas sa venue. Il a peur de tout, et en particulier, il a peur tout le temps pour sa santé, sans être capable de mettre des choses en place pour aller vraiment mieux. Il a peur que sa compagne meure, il a peur que ses animaux de compagnie meurent, il est terrorisé par la mort, il parle que de ça, il cherche tout pour éviter, tout pour se rassurer, et il rumine en permanence sur le sujet. Donc il est vraiment dans des boucles de répétition tout le temps en fait. Il a un traitement médicamenteux très lourd et il est en arrêt de travail.
Ça, c'est le contexte de départ. En fait, les années de prise en charge ensuite sont marquées par un suivi très irrégulier. Il vient, il reprend pas rendez-vous, il hésite à revenir. Enfin, j'arrive pas du tout à mettre des choses en place. La TCC, c'est impossible. Il est pas, c'est pas qu'il veut pas, mais il n'y arrive pas. Et il est vraiment très irrégulier dans le suivi et il parle très peu de lui finalement. Il parle que de son anxiété et de ses ruminations en boucle. Les techniques de régulation émotionnelle fonctionnent pas très bien, ça déclenche, enfin, pas des attaques de panique, mais des crises d'angoisse. Enfin, il n'arrive pas du tout à s'exposer, il est dans l'évitement émotionnel, donc ça ne démarre pas. Et il reste très rigide. Le seul objectif, c'est d'être comme avant l'accident, très musclé, très sportif. Et donc, dans tout son cursus, il a retrouvé plusieurs fois des emplois, il les a quittés, il s'est inscrit plusieurs fois en salle de sport et il est quasiment pas allé. Qu'est-ce qui change cette année? Cette année, eh bien, il a fini par être à nouveau dans un poste et à être obligé d'être en arrêt de travail et puis de faire une rupture conventionnelle. Je pense que son anxiété sociale est tellement forte qu'il devient quasi interprétatif sur les autres, pas délirant, hein, mais avec des petites difficultés dans la lecture de la pensée. Et du coup, il est en arrêt de travail. Mais cette fois-ci, il s'est dit que c'était plus possible que ce soit comme ça et qu'il fallait vraiment qu'il fasse quelque chose. Donc, il est revenu me voir. Donc, dans un premier temps, on a travaillé l'arrêt de travail. Donc, j'ai mis gestion sociale, mais parce qu'il fallait revoir son arrêt de travail. En plus, il a été contrôlé. On a refait des courriers pour la Sécu. On a refait le certificat pour la MDPH pour qu'il ait une meilleure reconnaissance des difficultés, dont la reconnaissance travailleur handicapé. Enfin, un certain nombre et puis, on a fait aussi un dossier de demande d'aide au retour à l'emploi. Enfin, on a vraiment travaillé cette partie-là. Et puis, je lui ai fait la proposition de la TCP à laquelle le patient a adhéré immédiatement, alors que même que je lui ai dit que là, vraiment, il fallait qu'il s'engage à fond, qu'il vienne me voir très régulièrement, que c'était plus possible de faire de temps en temps, qu'il allait avoir beaucoup de boulot, enfin. Et là, il s'engage tout de suite. Donc, on est au début, mais là où ce que je voulais raconter, c'est qu'on est au début de la TCP, on a fait un travail sur un diagramme avec une situation de problème pour lui qui est j'aimerais réussir à faire du sport chez moi, mais j'ai peur de me blesser, et qui entraîne une anxiété à 90%. Et en fait, on va arriver à deux croyances centrales négatives, parce qu'on peut faire des procès avec plusieurs croyances centrales négatives. Je suis un perdant et je suis débile. Et là, pour la première fois, et là, on sait qu'on est dans la bonne direction, il fait le lien avec des images de son enfance qui reviennent et il se met à me parler de son enfance. Pendant la recherche de la croyance centrale négative, qui prend une ou deux consultations et qui est un moment très connecté pour le patient émotionnellement et qui est assez fort en général. Et là, il commence à me parler de son enfance, donc des difficultés avec ses parents. Et puis la séance se termine et il m'a rappelé 3 jours après sur cette séance-là. Il n'a pas dormi pendant 3 nuits et là, il a toute son histoire familiale, toute son histoire d'enfance qui est revenue. Et là où auparavant, je pense que ça l'aurait complètement submergé, là, ça a renforcé son envie d'aller mieux, ça a renforcé son alliance thérapeutique et ça la met en situation très motivée pour le procès. Donc, on vient de commencer le procès. On a fait la première partie, c'est-à-dire les plaidoiries du procureur et de l'avocat, mais on n'a pas encore fait la délibération du jury. Donc ça, ce sera pour la prochaine fois. Mais en tout cas, je lui ai dit qu'on avait sûrement encore pas mal de travail à faire dans ce sens-là. Il a été motivé comme il n'était pas avant. Il est extrêmement motivé et comme c'est possible dans mon fonctionnement, il a déjà pris des rendez-vous pendant je ne sais combien de temps pour pouvoir vraiment avancer. Et c'est la première fois qu'il parle de son enfance et qu'il commence à défusionner de ce qui a pu lui arriver et toutes ces pensées qu'on a pu lui dire sur, du coup, qu'il était un perdant, qu'il était débile, qu'il était nul, qu'il valait rien. Et là, pour la première fois pendant le procès, il s'est dit, par le biais de l'avocat bien sûr, hein, mais il a eu de la pitié pour ces pauvres gens qui avaient pu penser ça de lui. Voilà, donc deux histoires cliniques différentes. La première, c'était pour montrer si besoin était l'efficacité de la TCP sur la qualité de vie d'une patiente. Et la deuxième, l'efficacité du début de la thérapie cognitive processuelle sur l'engagement dans la thérapie et sur l'alliance thérapeutique. Merci beaucoup. Merci Nathalie, formidable. Ça fait vraiment chaud au cœur de se dire qu'un patient qui finalement n'était peut-être même pas vraiment en état de se livrer, finalement petit à petit est capable de parler, et plein d'images lui reviennent et il est capable après de se lancer dans une thérapie. Donc formidable, on voit vraiment cet engagement, c'est ça qu'on cherche finalement avec les patients et après on sent que derrière ça va bien se passer, on sent qu'il va
il va travailler, pas avec toi, et on verra où ça le mène. Merci beaucoup, c'est super intéressant. Donc, gardez toutes vos questions, et je vois qu'il y a des questions qui arrivent encore, hein, donc n'hésitez pas à les noter dans le chat, hein, au fur et à mesure. On va donner la parole à Sixtine, qui va nous parler des adolescents. Bonsoir, je suis très heureuse de pouvoir vous parler des adolescents, population que je ne pensais pas accompagner un jour, tant c'est une population que je trouvais difficile, complexe pour plein de raisons. Juste me présenter avant de vous en dire plus. Donc, je suis Dixine Bonneau, je suis psychologue clinicienne. Je vis dans le sud-ouest, mais je n'exerce qu'en visio en ce moment. Et la TCP d'ailleurs est assez précieuse en ce sens-là. Je vais vous exposer en 3 points. D'abord, je vais vous dire pour moi la particularité de cette prise en charge, enfin, ce que représente une prise en charge pour les ados. Puis, je vous dirai ce que permet la TCP selon moi auprès de cette population. Et puis, je conclurai assez rapidement. Pas de vignette clinique, ça vous permet de reprendre un peu le souffle avant le prochain intervenant. Donc, particularité de cette prise en charge. Alors, d'abord, ce qui est certain, c'est que, enfin, ce qui est certain, ce que j'ai pu observer, c'est que rares sont les ados qui viennent de leur plein gré dans notre cabinet. En général, ils y sont vivement encouragés, voire forcés, par leurs parents. Et donc, il y a vraiment un besoin de faire émerger une demande, puis un besoin chez ces patients, avec la particularité d'arriver à faire la part entre la demande des parents, le besoin du jeune et ce que nous, on peut observer cliniquement parlant. Il y a par ailleurs aussi un enjeu qui est important, qui est l'enjeu de la première séance. Souvent, c'est des parents qui arrivent à négocier auprès du jeune une séance en disant au jeune, voilà, ça t'engage à rien, t'y vas, et puis si ça te plaît, tu continues. En tout cas, on te demande vraiment d'aller à une séance. Donc, il y a un enjeu très majeur dans cette première rencontre et dans l'alliance thérapeutique dès le départ. Par ailleurs, les ados peuvent avoir du mal à parler de leurs difficultés. Et puis, c'est une période qui est marquée par beaucoup d'ambivalence, beaucoup d'élan émotionnel très contradictoire, ce qui nécessite ce qui entraîne une instabilité majeure, et donc ce qui nécessite un accompagnement, selon moi, très solide, très structuré, très structurant et très contenant. Et enfin, donc je parlais de l'alliance thérapeutique tout à l'heure, il me semble que l'enjeu, c'est donc d'arriver à donner envie aux jeunes, de susciter l'envie dès le début, et d'arriver à le garder motivé dans la durée, ce qui est là aussi assez costaud, puisqu'on peut avoir des jeunes qui assez rapidement se démotivent, en ont marre, ont la flemme, etc., etc. Donc, ça nécessite pour le thérapeute tout ça, beaucoup de patience, beaucoup d'inventivité et beaucoup d'adaptation. C'est entre autres pour toutes ces raisons que ça me semblait assez difficile d'accompagner cette population. Et alors, qu'est-ce qui m'a fait finalement me sentir pour accompagner ces jeunes et ces ados? Selon moi, la TCP permet une prise en charge donc plus efficace et nettement moins fatigante. On l'a déjà vu et dit, mais c'est une prise en charge qui séduit le jeune. D'abord parce qu'elle fait gagner le jeune en autonomie et en responsabilité assez rapidement, dans un moment où justement l'enjeu pour lui, c'est de grandir et c'est de s'indépendantiser, de quitter le monde de l'enfance pour aller vers le monde de l'adulte. C'est par ailleurs une prise en charge, je trouve, en TCP qui rompt avec les représentations un peu désuètes qu'on peut avoir d'un suivi en psycho. Ça rompt donc avec tous les clichés que les jeunes peuvent avoir en amont. Par ailleurs, le jeu de rôle permet aux jeunes de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que c'est assez extraordinaire ce pouvoir du procès, de ce que le jeune peut parler de son intimité la plus grande sans avoir l'impression d'en parler. D'ailleurs, très souvent, à la fin du procès, ils me disent, en fait, c'est assez facile quand il ne s'agit pas de parler de soi, alors même que ils ont dit énormément de choses voilà, concernant cette intimité. C'est donc le procès un support, il me semble, qui est un intermédiaire qui permet donc aux jeunes de se décentrer avec en plus l'exercice du jeu de rôle, notamment encore dans le cadre du procès, qui permet des bons entraînements pour les jeunes à l'heure où ils vont avoir de plus en plus besoin de pouvoir s'exprimer en public, tâche qui peut se révéler assez difficile pour eux. Et donc c'est aussi des bons entraînements en ce sens-là. C'est aussi donc très ludique. Le jeune se prend au jeu, il s'amuse. À l'heure où les séries se chargent de nous donner plein de représentations sur les procès, les jeunes ils sont friands de trouver le procureur qui va les accuser, l'avocat qui va les défendre. J'ai souvent des jeunes d'ailleurs qui me disent moi je vais prendre le professeur de la Casa des Papel, je le visualise bien, et puis il y en a d'autres qui disent moi ça sera
tel autre personnage qu'ils connaissent bien, qu'ils connaissent par cœur, telle autre star qu'ils adorent, etc. Donc à ce niveau-là, c'est aussi hyper précieux. Et puis la TCP, elle s'intègre dans un emploi du temps chargé pour eux aussi, hein, pour ces jeunes qui ont un rythme scolaire soutenu, des activités, des devoirs, etc. Donc c'est bien précieux pour eux d'avoir un timing un peu, enfin en tout cas un peu de visibilité sur ce qui les attend dans la prise en charge, avec le fil conducteur que le thérapeute peut proposer. Ça séduit aussi les parents. Donc, je vous ai parlé des ados, mais ça séduit bien évidemment les parents qui sont ravis de pouvoir passer le relais, enfin, passer le paquet, tellement ils sont démunis, hein, pour certains. Ils attendent en général beaucoup, ces parents, de l'accompagnement et ils sont heureux, eux aussi. Ils apprécient que ça puisse être circonscrit dans le temps, avec un début et une fin. Pour moi, donc la TCP, en conclusion, elle offre donc un accompagnement qui est à mi-chemin entre la thérapie de l'enfant et la thérapie de l'adulte, avec des outils, je ne l'ai pas précisé, mais tant ça me semble évident, mais qui sont propres à la TCP et qui peuvent être un peu réaménagés pour s'adapter au public et pour que ce soit le plus parlant possible, avec beaucoup de psychoéducation évidemment. Les jeunes se sentent assez valorisés, hein, dans l'idée que ça soit une prise en charge qui soit à mi-chemin entre l'enfance et les adultes. Ça permet à l'ado de se réconcilier avec ses difficultés en découvrant aussi qu'il n'est pas un cas isolé, qu'il n'est pas seul. Et l'implication du thérapeute le fait se sentir soutenu et compris, avec cette relation un peu d'égal à égal, qui est très précieuse. Et donc, à l'heure où la population ado souffre, je crois vraiment de plus en plus de maux divers et variés, hein, je crois que c'est aujourd'hui voilà, une prise en charge, la TCP, qui offre un accompagnement très, très clair, très précis, très concis, très parlant pour ces jeunes. Et en tout cas, moi, dans ma pratique, encore une fois, aujourd'hui, j'accompagne beaucoup, beaucoup d'ados et j'ai des retours plus que friands et des ados et des parents qui n'en reviennent pas de la transformation de leur ado et de ce que, bah voilà, l'accompagnement. En général, il y a des ados qui ont vu plein d'autres psys par ailleurs et qui disent, bah là, vraiment, on sent que bah c'est du concret, ça avance et voilà. Donc, je peux que recommander maintenant à tous mes confrères et tous mes consoeurs qui hésitent à l'accompagnement des ados, bah, d'accompagner les ados, mais avec quand même cet outil, parce qu'aujourd'hui, moi j'étais spécialisée en thérapie cognitive et comportementale par ailleurs, il y a quelques années, mais aujourd'hui j'utilise à 99% la TCP, et c'est donc effectivement très efficace. Et je vous encourage vivement, si vous avez envie de plus concrètement en connaître, de regarder dans le livre qui vient de sortir, justement ces cas cliniques, et notamment je vous propose un cas clinique d'une patiente ado, jeune ado, déscolarisée que j'ai accompagnée et qui illustre bien, selon moi, ces différents atouts de la TCP. Voilà, je passe vite, j'ai essayé d'être rapide pour laisser la parole à Mathieu et pour que tu aies un peu de temps aussi, parce que j'imagine que vous êtes tous bien chargés dans vos emplois du temps. Voilà, il n'y a pas que les ados. Je serai à Un grand, disposition grand pour répondre merci, aux éventuelles Cécile. questions. Ah ouais, vraiment passionnant et on a envie de continuer à s'occuper des ados quand on t'entend et on voit comment cet espace de parole que donne la TCP est formidable pour eux aussi. Donc un grand merci. À toi, Mathieu. Allez, merci Sixtine. Donc, je suis en charge de venir puiser les toutes dernières ressources que vous avez encore ce soir. Donc, je serai bref, rassurez-vous, et je vais essayer de ne pas faire trop de redites avec tout ce qui a déjà été dit. Alors, du coup, on a bien parlé des patients. On va un petit peu parler de nous et de notre rapport au travail dans ce que j'ai essayé de mettre en avant justement dans le livre, autour finalement de notre quête d'efficacité avec les patients et des conséquences qui peuvent en résulter. Donc, il y a deux idées principales développées ici et un petit bonus, donc restez jusqu'à la fin. L'idée principale, c'est déjà de se poser de la question de l'efficacité. Alors, déjà, c'est important de préciser que la quête d'efficacité, elle est plutôt légitime quand même dans notre travail. C'est normal qu'on veuille être efficace, essayer d'aider les patients, de pouvoir le mesurer, le quantifier. Peut-être encore plus dans les TCC, puisqu'on est quand même sur une approche qui est basée sur la psychologie expérimentale, avec des mesures, des questionnaires, des lignes de base pour pouvoir mesurer tout ça. Mais la question que j'ai voulu poser justement dans cette partie, c'était de se demander si finalement cette quête, elle n'avait pas tendance à provoquer parfois des conséquences négatives chez les psychologues. Et cette réflexion, elle est venue déjà
ma modeste expérience personnelle dans ma formation dans les TCC, puis en discutant avec d'autres collègues, maintenant en supervisant justement d'autres thérapeutes en formation ou des thérapeutes déjà formés. Et donc, les difficultés que je retrouvais dans les discussions m'ont amené un petit peu à réfléchir à la question du syndrome de l'imposteur dans notre pratique. Alors, je le précise, il ne s'agit pas ici de faire toute une revue de littérature ou une recherche sur le syndrome de l'imposteur chez les psychologues. Si vous êtes intéressé par le syndrome de l'imposteur, il y a le très bon livre de Kevin Chassangre et Stacy Callahan qui traite largement le sujet. L'idée, c'était de poser la question, dans notre pratique, si vraiment cette problématique était peut-être pas plus répandue que ce qu'on imagine. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait dans un sens un peu une forme de tabou sur le fait qu'on puisse être en difficulté, se sentir pas légitime dans notre pratique, pas efficace, et que c'était plus répandu que ce qu'on discutait. Donc, j'ai essayé de développer une réflexion autour des pensées des thérapeutes. Quelles pensées on peut développer lorsque justement on commence à être en souffrance au travail? Quel type d'émotion on va commencer à éprouver et quel type de comportement on peut mettre en place pour essayer de gérer en fait ces difficultés, ce sentiment d'imposture. Et finalement, au travers de cette réflexion, je pense que la TCP, elle peut venir aider à assouplir, à résoudre un peu tout ça de deux manières différentes. La première manière, c'est en appliquant la TCP à soi-même, c'est-à-dire faire une TCP si on a une croyance justement centrale négative qui vient en fait nous dire qu'on n'est pas autant efficace que ce qu'on croit, c'est peut-être important de la travailler. Et comme je dis souvent, les ostéopathes peuvent se bloquer le dos, les dentistes peuvent avoir mal aux dents, il n'y a pas de raison que nous les psys, on n'ait pas des croyances centrales dysfonctionnelles à des moments. Et la deuxième solution, c'est la TCP en tant qu'amélioration de la pratique. Les collègues avant en ont bien parlé, donc on va le dérouler après. Mais déjà, concernant justement la question de l'efficacité, pas du travail, pardon, pour soi, dans le livre, justement, je présente le cas de Maëva, donc, qui est une psychologue qui m'a gentiment donné l'autorisation de faire ce partage, de 32 ans, qui était formée en TCC et qui s'est formée à la TCP. Pendant sa formation, ça l'a beaucoup intéressé de en fait, tester la TCP pour elle. Et il commence à y avoir quelques personnes en formation ou formées qui ont envie en fait, de tester. Donc, c'est une dynamique qui est très intéressante. Elle voulait faire cette TCP pour trois raisons. Déjà, se sentir plus légitime en tant que psychologue. Pour enrichir sa pratique professionnelle en essayant, elle pensait que voilà, en testant un peu quand même ce qu'on demande aux patients, et des fois quand même on demande beaucoup, ça nous aide à mieux nous rendre compte, à développer plus d'empathie justement sur les exercices, et aussi pour apprendre à mieux gérer ses émotions. Donc, je ne vais pas développer ici tout le cas clinique, mais je voulais quand même vous montrer les éléments principaux qui résument un petit peu tout ça, et tout le cas clinique est largement développé justement dans le bouquin. Mais donc, on part bien effectivement, comme disait Iris Marc tout à l'heure, de l'analyse fonctionnelle. Cette analyse fonctionnelle qui nous a amené en fait au travers de situations classiques que peut-être tous et toutes on vit à des moments. Des patients ont réussi à contourner Doctolib pour prendre un rendez-vous alors que ce n'était pas prévu, etc. sur tout ça. Cette situation qui est venue activer cette croyance centrale négative qu'elle était décevante et qu'en fait, elle n'y arrivera pas de toute façon à gérer tout ça. Et donc, on a fait les procès. Et pour voir un petit peu l'évolution, vous avez le schéma ici en haut à droite qui montre bien en fait la croyance centrale négative. Donc ici, ce qui est mesuré, c'est le degré d'adhésion à cette croyance comme quoi elle était décevante, qui au début, lorsqu'on a rempli le diagramme, était à 80%, puis au fur et à mesure a diminué à mesure des procès, des jurés, donc les différentes étapes, et qui s'est maintenu très bas, même 1 an et 3 mois après le travail. Et en haut, vous avez justement l'activation, comme Iris Mar montrait tout à l'heure, sur le fait d'apprendre à décaler en fait sur une croyance plus fonctionnelle. La croyance centrale positive, elle est venue justement prendre sa place petit à petit avec le travail que la patiente a réalisé entre les séances et qui a permis justement de venir construire. En fait, on voit bien que c'est un schéma qu'on retrouve assez systématiquement dans les analyses, je trouve en tout cas. C'est qu'on voit que dans le temps, la croyance centrale négative vient être remplacée par la croyance centrale positive. Donc, on voit aussi qu'au niveau des questionnaires qu'on avait fait sur l'humeur, l'anxiété, l'affirmation, il y a pas mal de choses qui ont bougé. Il y a des choses qui sont restées plus ou moins stables, qu'on n'a pas travaillé sur tout ça. Mais le bilan a quand même pas mal bougé. Et surtout, alors on voit quand même sur les schémas que ça a été quand même assez intéressant dans ce cas-là. Parce qu'en fait, les nouveaux schémas, ils sont tout petits en vert. On ne les voit pas très bien, mais ils sont quand même un petit peu actifs. Mais ils sont considérablement améliorés.
Donc là, c'est un cas qui permet de voir que ça peut être intéressant aussi pour nous si on voit des moments que on est vraiment en difficulté et puis qu'on a vraiment cette tendance à s'autocritiquer, c'est peut-être un peu trop fort, ben, ça peut valoir le coup de creuser nos propres schémas. Le second axe, comme je disais, pour lequel je pense que la TCP peut être assez intéressant, c'est finalement, en se posant la question, et ça a été bien développé, qu'est-ce que la TCP apporte de plus, puisqu'on reste dans le champ des TCC? Là, je partage avec vous mon expérience personnelle, puisque j'ai commencé quelques mois, quelques années avec la TCC, et je me suis formé après coup, en arrivant au cabinet avec Anne-Françoise, où j'ai été formé automatiquement, bien évidemment. Et donc, j'ai pu mesurer la différence, en fait, hein. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de remettre en question la TCC, puisque la TCC, j'ai quand même fait plein de choses. J'étais très heureux de travailler en TCC, ça fonctionnait très bien, mais j'avais certaines difficultés quand même assez rapidement dans les prises en charge, dans certaines prises en charge que je pouvais rencontrer. Donc ça, je les résume justement dans le livre. Alors ces difficultés, on les retrouve aussi beaucoup en supervision, hein. C'est finalement définir les cibles thérapeutiques, arriver à poser un cadre avec les patients, ne pas tomber dans une thérapie de soutien séance après séance. Toutes ces difficultés qui finalement, elles remontent beaucoup, hein, dans les supervisions, on le voit quand même assez fréquemment. J'ai aussi constaté et je partage, les conséquences que ça a commencé à avoir dans ma pratique, puisqu'au bout d'un moment, je me disais: «Bon, les TCC, c'est super efficace, tout le monde en fait, c'est facile, donc pourquoi moi ça marche pas? Si ça marche pas, c'est qu'à un moment, je suis pas bon, j'arrive pas à le faire, il y a quelque chose qui va pas». Donc il y a quand même eu au bout d'un moment des éléments assez négatifs qui se sont mis en place. J'ai bien sûr essayé ce que j'appelle les fausses bonnes solutions. Il y a plein de choses que j'ai essayé pour essayer de résoudre toutes ces problématiques-là, mais ça restait pas satisfaisant. Après la TCP, et c'est ça qui a été assez impressionnant, c'est que finalement, très rapidement, dans la semaine qui a suivi la formation, j'ai un peu lancé tous les outils. Bon, après, c'est un peu mon tempérament aussi, hein, mais j'ai un petit peu lancé tous les outils dont j'avais à ma disposition. C'était parti pour les procès. On y va avec bien sûr les patients qu'on connaît, avec qui il y a une bonne alliance, on propose, etc. Voilà. Et je me suis rendu compte que finalement, les axes principaux sur lesquels la TCP va avoir un impact majeur, c'est déjà le fait que ça organise nos séances étape par étape. Donc, ça devient plus compliqué de se faire embarquer des fois par les demandes, etc., les évitements des patients et les nôtres aussi parfois, parce que on commence à avoir une idée plus claire. On a notre diagramme et on commence à voir ce qu'on propose et on se voit plus facilement éviter s'il y a des problématiques. Donc là, on a une organisation, puis des fois, on se dit, bon, c'est bon, pour les 3-4 prochaines séances, je sais à peu près ce qu'on va travailler. Ça libère considérablement quand même un peu la charge mentale, comme on dit, sur tout ça, et on sait où on va en fait. Donc ça, c'est quand même intéressant. La question des cibles thérapeutiques aussi. Par quoi on commence? Les difficultés qu'on va avoir avec les formations très centrées diagnostic, c'est que il y a tellement de comorbidités qu'on ne sait plus par quoi on commence. Avec les difficultés du moment, c'est parfois un petit peu compliqué. Tout le monde n'est pas d'accord d'ailleurs. Ça, les étudiants et les jeunes supervisés le disent en disant, mais on nous dit un coup qu'il faut commencer par ça, un coup qu'il faut commencer par ça. Et c'est vrai, en fait, tout s'entend, mais parfois au début, on ne sait plus trop comment faire le tri. Donc là, via le diagramme, on a notre approche et on sait en fait sur quoi on part. La psychoéducation, effectivement, comme le disait Iris Mar, je trouve qu'elle est assez facile à mettre en place avec les patients. Et les patients la retiennent assez vite, je trouve. Donc ça devient un peu plus facile quand même d'expliquer le modèle cognitif de Beck, le pourquoi il y a le maintien des comportements, pourquoi les évitements, ce n'est pas une solution à long terme, etc. Et finalement, ça offre une vision globale de la prise en charge et des étapes à venir. Vu qu'on est plus dans le transdiagnostic et qu'on va travailler sur les croyances, vraiment, tous ces outils-là, et je pourrais en rajouter un que je n'ai pas noté, mais qui est justement que pour moi, la TCP est une stratégie anti-évitement. C'est-à-dire que vu qu'on a une organisation, c'est plus compliqué, comme je le disais, pour les patients d'éviter. Et pour nous aussi, parce qu'à un moment, on se dit, bon, mais là, il faut y aller en fait. On sait très bien où est le problème. Donc, on sait qu'on a, par exemple, un procès à faire ou une grille de participation ou autre, etc. Et du coup, on y va ensemble. Donc, je pense que ça doit faire diminuer considérablement les évitements émotionnels des patients et des thérapeutes. Avis aux chercheurs s'il y en a qui veulent l'étudier. Donc ça, c'est une petite image que j'aime bien partager. Peut-être certains d'entre vous l'auront déjà vue, mais cette image, elle résume assez bien, en tout cas, l'effet que m'a donné la formation et qui, je pense, c'est le cas aussi pour pas mal de collègues, c'est que avant, en fait, c'est vrai qu'on a plein d'outils, on a plein de protocoles, on a vraiment des techniques qui sont absolument géniales, mais parfois, on est un peu débordé en fait par tout ça. On ne sait plus comment retrouver ça et comment les mettre dans l'ordre.
L'effet que m'a donné la TCP, c'est finalement de réorganiser tout ça dans un tout, qui permet, même si ça reste flexible, on voit quand même qu'au bout d'un moment, on a une démarche, on a un peu un fil conducteur qui nous aide à avancer. Donc, le petit bonus que je voulais vous proposer par rapport au diagramme, c'est la dernière partie qui est développée dans le livre. Avec Anne-Françoise, en fait, pour montrer quand même l'efficacité et la puissance, j'ai envie de dire, du diagramme de conceptualisation, on a proposé un tableau décisionnel, en fait, de comment on peut s'approprier le diagramme lorsqu'on a fait le diagramme avec le patient ou la patiente, finalement, de voir assez naturellement, assez intuitivement, ben, quel outil on va utiliser et dans quel ordre. Donc, ça nous donne un peu notre conceptualisation de cas, finalement, et donc ça définit nos cibles thérapeutiques. Donc là, je vous ai juste mis le premier exemple, mais le tableau, il fait 2 pages en fonction de ce qu'on retrouve. Et vous voyez, par exemple, si on voit dans le diagramme que ben, principalement, dans un premier temps, on retrouve une forte activation émotionnelle et des distorsions cognitives, il y a un résumé des différentes techniques, des différents outils qu'on dispose en fonction du patient. Donc, toutes ces techniques-là, bien évidemment, après, elles sont développées dans la TCP. Et à chaque fois, Anne-Françoise a rédigé un petit résumé justement de la technique qui nous permet de comprendre pourquoi on va utiliser ça avec le patient. Donc, ce petit tableau, comme je vous disais, il utilise en fait en fonction de ce qui s'allume, moi j'aime bien le dire comme ça, en fonction de ce qui s'allume, de ce qui est le plus pertinent dans le diagramme de conceptualisation, ben en fait, nos cibles thérapeutiques, elles deviennent beaucoup plus évidentes à proposer aux patients et surtout à expliquer aux patients pour augmenter son adhésion. Voilà, j'ai terminé ma présentation. J'espère que j'en ai pas trop perdu en route et que c'était pas trop long. Je vous remercie en tout cas. Un grand merci, un grand merci à vous tous. Toutes ces interventions, c'est vraiment, ça me touche toujours de voir comment chacun se réapproprie la TCP, comment chacun voilà, en fait bénéficier à ses patients et que finalement c'est quelque chose qui circule maintenant de plus en plus. Et vraiment, je vous remercie beaucoup pour vos exposés vraiment tous passionnants. Alors, il y a quelques questions dans le chat. Si vous avez encore un tout petit peu de temps, déjà je parle aux intervenants, mais aussi aux ceux qui sont encore avec nous ce soir, vous êtes encore très nombreux. On pourrait commencer à y répondre si vous êtes d'accord. Bien sûr, déjà il y a une question sur le replay. Oui, bien sûr, hein, là, j'enregistre et je mettrai à disposition de tous ceux qui étaient là ou qui, pour certains, vous êtes arrivés un petit peu en retard. Donc, vous pourrez voir le début, c'est le début, ou pour ceux qui sont partis avant la fin pourront voir la fin. Donc, ça, oui, bien sûr, vous l'aurez. Je ferai un petit mailing pour vous avertir et puis je mettrai aussi sur LinkedIn le lien pour accéder au replay. Donc, ça, c'est une première chose. Je vais commencer par répondre à une question qui me concernait, parce que quelqu'un a posé la question des schémas de Louise. Et effectivement, j'ai vu que la personne était très observatrice parce que, en effet, quand j'ai montré les schémas de Louise, j'ai été très vite tout à l'heure, j'ai essayé de vous les remontrer, voilà. En effet, on voit à mi-parcours, les schémas avaient baissé de manière très, très forte. Et pour remonter parfois un peu après, vous voyez, à 18 mois. Et donc, à 1 an, ça, par exemple, ici, là, abnégation, ça avait diminué pour remonter un peu après. Et également, inhibition émotionnelle, etc. Ben, en fait, ça m'avait moi-même aussi beaucoup étonnée. Donc, j'ai tout simplement posé la question à Louise. Je lui ai dit, mais à votre avis, qu'est-ce qui a fait ça finalement? Comment vous l'expliquez-vous? Et en fait, elle m'a dit, mais moi, j'ai une explication. Et c'est quelque chose que j'ai pas eu le temps de vous raconter. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'1 an, Louise a appris qu'elle souffrait en fait d'un cancer du col de l'utérus. Et donc, elle a dû être opérée en urgence. Et bon, voilà, elle est rentrée dans tout un protocole médical pour traiter ce cancer. Et ça a été un choc émotionnel, évidemment, pour elle, hein, pour une personne qui est plutôt à tendance hypochondriaque. Apprendre ça, c'était quand même pas cool pour elle à ce moment-là. Et en fait, elle me dit, mais finalement, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai appris que j'avais ce cancer, eh ben, je me suis recentrée sur moi, je me suis occupée de moi, je me suis dit que j'allais envoyer un peu balader les enfants, le mari, etc., que j'allais vraiment m'occuper de moi. Et d'où le fait que, par exemple, vous voyez, abnégation, ben, ça a diminué. Elle était beaucoup moins à s'occuper des autres, beaucoup moins, etc. Et à vraiment à s'occuper plus de sa santé. Et pour elle, c'est ça l'explication qui fait que les schémas du milieu ont beaucoup baissé. Et pour certains, d'ailleurs, ils ont continué à baisser, hein, comme par exemple le droit personnel exagéré. Mais bon, en tout cas, voilà, c'était l'explication qu'elle avait donnée.
Et en tout cas, j'en profite aussi pour vous dire que l'annonce d'un cancer à une patiente qui est au milieu d'un travail en TCP n'a pas l'effet émotionnel que ça aurait pu avoir si elle n'avait pas été en TCP. C'est-à-dire que ça aurait pu faire reflamber tous ces schémas, en fait, au contraire. En général, on sait que quand il y a des événements de vie, tous les schémas reflambent. Et là, pas du tout, comme vous pouvez le voir. Et ça l'a pas empêché de continuer à venir me voir tous les 15 jours, de continuer à faire son traitement aussi avec moi, et tout en ayant un traitement médical en même temps. Et ça l'a pas empêché d'atteindre les objectifs par rapport à son TOC. Donc ça avait été... Bon, moi, tout ça, je l'explique un petit peu plus en détail, évidemment, dans le livre. Voilà, c'était juste pour répondre à cette question que j'ai vue tout à l'heure. J'ai vu qu'il y avait aussi une question pour Nathalie concernant François. Alors, on va retrouver la question concernant François. C'est une question de Camille. Concernant le cas de François, que vous décrivez comme dépressif sévère, j'avais compris que un dépressif sévère est plutôt considéré comme une contre-indication pour initier une TCP. Qu'est-ce qui peut expliquer que ce soit possible pour François? Pardon, je mets le son. Oui, merci pour la question. En fait, François, il avait une dépression sévère en 2016 qui a fluctué ensuite, mais là, en 2024, il n'est pas super en forme sur le plan thymique, mais il n'a plus les critères d'épisode dépressif sévère caractérisés. Et donc, il est capable de mettre en place effectivement cette thérapie. C'est vrai que les gens dans un état dépressif sévère, de toute façon, toute question thérapeutique est complexe puisque, ils sont moins efficients sur le plan cognitif, ils ont plus de mal à se concentrer, à être présents dans la thérapie. Mais là, en l'occurrence, il allait mieux, et donc on a pu engager les choses sans souci. Et il y avait une deuxième question aussi pour François, je crois que c'était comment, Oui. je ne sais pas si tu l'as, Anne-Françoise, la question? Je- Alors, j'ai paumé, Ah oui, j'ai paumé les questions. c'était Voilà. la question. Ouais. Je l'ai sinon. Comment Oui, avez-vous vas-y. Oui, présenté oui. la TCP pour que le patient adhère plus qu'à une TCC classique? Ah bah, ce que j'avais expliqué, hein, c'est qu'il était venu faire de la TCC, mais en fait, il venait de façon très irrégulière, donc on ne pouvait rien faire. Et puis, il était complètement dans l'évitement émotionnel. Moi, ce que je leur dis aux patients, c'est que j'ai quand même l'impression qu'ils sont dans des problématiques récurrentes. On parle de répétition des scénarios de vie, mais c'est vraiment les problématiques extrêmement récurrentes. Ça va mieux, ça recommence, ça va mieux, ça recommence. Je pointe ça avec eux et je commence à leur expliquer comment fonctionne la TCP. Souvent, je leur montre le diagramme de conceptualisation pour leur expliquer que finalement, on a beaucoup travaillé le niveau 1, peut-être un peu le niveau 2, mais pas du tout le niveau 3, et que la problématique est sans doute liée au niveau 3. Et en général, ça motive extrêmement fortement l'adhésion, en tout cas l'alliance thérapeutique pour débuter une TCP. Ouais, merci. Il y a une question très intéressante à Adrien qui demande comment accompagner les patients en séance à trouver cette plaidoirie de l'avocat. Certains sont tellement ancrés dans la croyance centrale négative qu'il est difficile pour eux de repérer une croyance centrale positive ou des contre-arguments à la croyance centrale négative. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait répondre? Je crois que c'est plus facile pour toi, Françoise. De répondre? Bah, c'est tout l'art de la TCP. En fait, finalement la TCP, c'est du questionnement socratique, mais à grande échelle, en fait. Et il faut vous imaginer qu'au moment où on va faire parler l'avocat, il s'est passé tellement de choses avant dans le protocole de la TCP que le patient est prêt à ce moment-là, en fait. Mais c'est parce on l'a préparé en amont. C'est pas du jour au lendemain qu'on active l'avocat. C'est avec tout un travail de préparation qui, pas à pas, fait que au moment donné, l'avocat est prêt et on va l'activer. Et s'il n'est pas prêt, ça peut arriver. Parfois, il se cache. Parfois, il est timide. Eh bien, on a des moyens pour le faire parler. Donc, Exactement. on vous expliquera comment. Enfin, si vous lisez le livre, vous verrez comment on s'y prend. Mais oui, mais c'est en fait tout l'art de la TCP, qui est de faire les bonnes choses au bon moment pour que le patient soit prêt. Et c'est aussi ça qui entraîne le patient dans l'alliance et dans le fait qu'il découvre lui-même chemin faisant. C'est un peu aussi ce que tu expliquais, Sixtine, tout à l'heure avec les adolescents. Chemin faisant, et il se rend compte qu'en fait, il a au fond de lui un avocat. Que juste, il était tellement bâillonné par le procureur, cet avocat. Le procureur prenait tellement toute la place dans sa vie, depuis toujours, depuis généralement l'enfance, l'adolescence, que l'avocat, c'est pas qu'il n'existait pas, c'est il était paralysé devant ce procureur beaucoup plus bruyant, beaucoup plus affirmé que lui.
Mais quand on va justement en TCP séparer les rôles et donner la parole à l'avocat, et quand l'avocat doit parler, le procureur doit se taire. Et si jamais le procureur commençait à parler à ce moment-là, on va l'engueuler. On va même parfois lui foutre à la porte, c'est-à-dire que on fait des jeux de rôle, on fait un peu de théâtre, hein. Mais parfois, et j'entends Mathieu qui a le bureau juste à côté de moi, j'entends des portes qui claquent dans le cabinet. Et là, je dis, ah, ça y est, il y a un procureur qui a été foutu à la porte, là. Donc voilà, et donc il y a toute une mise en scène qui permet en effet d'activer l'avocat et de faire que l'avocat plaide, fasse son travail d'avocat et activer la croyance centrale positive. C'est la technique de la flèche ascendante, là, en TCC, qui est merveilleusement interprétée par nos patients quand leur avocat ose dire haut et fort tout ce qui permet de les défendre. Voilà, c'est des moments, mais extrêmement émouvants, extrêmement enfin, comment vous dire ça? C'est très, très fort hein, quand ça arrive, ça, hein. C'est des moments formidables en thérapie. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Adrien. Si ce n'est pas le cas, dis-nous. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je ne sais pas. Je suis en train de les faire dérouler, mais je crois qu'on a répondu à peu près Il y a une question à qui la vient de question. tomber sur la visio. Je me permets Oui, de répondre oui. puisque moi, je ne travaille qu'en visio depuis plusieurs mois maintenant, depuis même 2 ans. Et donc, effectivement, Francine, non seulement c'est aisé, mais c'est formidable en visio. Ce qui manque, c'est bien sûr les 3 chaises, notamment dans le cadre du procès, hein. On a beaucoup parlé du procès ce soir, mais ces 3 chaises, ce qu'on fait, c'est qu'on encourage le patient à se positionner, à se tourner d'une manière ou d'une autre devant l'écran, de sorte qu'il soit aidé pour se mettre dans la peau de chacun des intervenants. Mais en visio, c'est idéal avec le partage d'écran. Tous les outils sont des super supports qui sont envoyés ensuite aux patients peu de temps après la séance. Et donc, c'est d'une efficacité redoutable, la visio, je trouve, avec la TCP spécialement. Je ne sais pas si d'autres veulent rajouter. Complètement. Je confirme complètement. Voilà, moi, je la pratique. Je pratique à peu près peut-être 60% de visio versus 40% de présentiel. Et au terme d'efficacité, c'est pareil. C'est vraiment pareil. C'est Il ce y a que je confirme Marine. aussi. C'est ce que Oui. je confirme aussi parce qu'en fait, et du fait que je voyage beaucoup, en fait, j'ai fermé mon cabinet et je ne vois des gens qu'en visio. Fait que, comme on l'a bien dit, c'est très facile de faire ça en visio. Mhm. Mhm. Marine nous demande, pensez-vous que cette thérapie peut être utilisée avec le sujet âgé sans trouble cognitif? Ils ont souvent du mal lors de l'analyse fonctionnelle. Elle reste compliquée pour eux. Bah oui, on le fait, hein. On le fait aussi avec des sujets âgés, sans trouble cognitif, bien sûr. Et justement, le côté très psychoéducatif, ça facilite la compréhension pour eux. Le côté métaphorique également facilite la compréhension. Et comme vous l'a dit Rismar aussi, la TCP a été pensée pour ça, pour que le patient Mhm. comprenne mieux la psychoéducation et donc adhère mieux et du coup puisse progresser plus vite. Donc oui. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres Il y avait questions. une question aussi avec la notion d'emprise. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non, bah, Cette, tu veux cette bien là. technique, ouais, cette technique peut-elle s'appliquer dans le cas d'emprise mentale, dans le contexte de violence plus globalement? Alors, alors moi, j'ai beaucoup travaillé sur le harcèlement moral, sur l'emprise, la manipulation, etc. Oui, bien sûr. En fait, les patients qui ont été, comment dire, victimes hein, d'emprise mentale, forcément ont développé, ou en tout cas, ou ont réactivé des schémas. Euh, et ça laisse des dégâts évidemment traumatiques, de type trauma de type 2. Donc, dans ces cas-là, moi, je vais aller traiter le trauma et après, je vais aller voir ce qui reste derrière encore comme difficulté en termes surtout de dégradation de l'estime de soi, parce que le harcèlement moral ou l'emprise, ça cible directement l'estime de soi des patients et qui est très dégradée et évidemment, la TCP va permettre de restaurer cette estime de soi. Donc, oui, bien sûr, mais on ne fera pas que de la TCP. On va travailler aussi sur le traitement du trauma. Enfin voilà, on va faire beaucoup de choses. On va faire de l'affirmation de soi aussi, travailler la contre-manipulation, les techniques voilà, pour mettre à distance le harceleur. Enfin, il y a plein de choses à faire avec ces patients-là. Mais la TCP fait partie de l'aide qu'on peut leur apporter, évidemment.
Et j'en profite pour dire aussi que la TCP s'inscrit dans quelque chose de très intégratif. C'est-à-dire qu'on peut très bien utiliser la TCP, mais utiliser aussi d'autres techniques. Moi, c'est ce que je fais, hein. Je parlais de l'acte tout à l'heure. J'utilise énormément l'acte en même temps que la TCP. Je fais aussi beaucoup d'autres choses. Tout à l'heure, j'ai fait de la cohérence cardiaque avec une patiente, mais après, je vais reprendre la TCP. Enfin, vous voyez, ça s'intègre vraiment de manière très fluide dans tout ce qu'on fait par ailleurs. J'ai beaucoup de collègues aussi qui se forment à la TCP, qui par exemple pratiquent le MDR. TCP et EMDR, ça va très bien ensemble. Ça fait très bon ménage. Donc voilà, après, c'est à chacun d'entre nous d'organiser nos séances comme on le souhaite et avec les outils qu'on a déjà. Voilà. Alors, Adrien, tout ce travail de préparation avant le procès est explicité dans le livre, si je comprends bien. Oui, tout à fait, pas à pas. Dans mon chapitre, en tout cas, j'ai vraiment voulu le montrer pas à pas. Il est sur la liste de Papa Noël. Génial. J'ai hâte d'en prendre connaissance. Je vous remercie pour cette réponse, pour votre présentation. Et merci beaucoup, Adrien. Merci pour ce retour. Très sympa. Je crois que Il y c'est tout. avait, Est-ce qu'il y a il y d'autres avait aussi la choses? question, Yaocha demandait comment sera diffusée après la vidéo? Alors, je vais la mettre sur le site thérapie-cognitif-processuel.fr. Donc, le temps voilà, qu'on la mette sur YouTube et après qu'on la mette sur le site. Donc, soit vous pouvez aller sur le site, je pense que la semaine prochaine, ça y sera, hein. Ça sera sur la page d'accueil où on verra, mais je vais voir où je la mets, mais en tout cas, ça sera sur le site et ou sur le site actionform.fr, qui est le site de mon organisme de formation. Donc, vous pouvez le noter aussi. Je vais voir si je mets sur l'un et l'autre ou sur l'un ou l'autre en fonction de mon webmaster aussi qui va m'aider à faire ça. Voilà, donc, et puis de toute façon, je pense que je ferai un petit emailing et puis que je communiquerai aussi sur LinkedIn pour, voilà, orienter les personnes qui voudraient voir le replay. Et puis si jamais vous êtes perdu avec tout ça, envoyez-moi un petit mail et je vous réponds avec plaisir et je vous enverrai le lien avec plaisir. Il y a une Voilà. question là qu'on peut répondre très Ouais, facilement. Est-il nécessaire d'être formé à la thérapie des schémas pour envisager une formation TCP? Non, c'est la Non. réponse. Moi, je suis pas formée à la thérapie des schémas. Moi non Je plus. sais, je connais bien, je connais moi la non plus. théorie, j'ai lu des bouquins, mais je n'ai pas fait la formation en tant que telle à la thérapie des schémas. Et dans l'équipe, je crois que personne là n'est formé à la thérapie des schémas, il me semble, hein, les uns les autres. Non, Donc moi non. non. Voilà. Pareil, Et la formation est-elle asynchrone, en distanciel? oui, Hein. elle est asynchrone. Vous la suivez à votre rythme. Il y a niveau 1 et niveau 2. Par contre, ce qui est synchrone, c'est les supervisions et les intervisions. Donc, les supervisions, c'est avec moi. Il y a 2 supervisions individuelles pendant l'année qui suit l'inscription pour creuser un cas et répondre à toutes vos questions. 2 supervisions d'1 heure. Et puis, une intervision, enfin, en tout cas, une supervision de groupe, une fois par mois. C'est 2 heures le jeudi soir, une fois par mois pendant un an. Un an pour le niveau 1 et un an pour le niveau 2. Voilà, comme ça, vous n'êtes pas tout seul. Et j'ai voulu vraiment que l'accompagnement soit très pédagogique. Et j'ai créé aussi un groupe Facebook d'échange très sympa, d'entraide, où on peut poser toutes ces questions. Et il y a tous les collègues qui sont là, qui sont formés ou en cours de formation. Il y en a qui sont formés depuis longtemps, comme par exemple Nathalie. Il y en a qui sont tout jeunes là, qui commencent. Il y a tous les niveaux, voilà, tous les stades. Et tout le monde s'entraide. Il faut vous dire aussi que je suis très contente parce que la TCP, c'est une communauté aussi de thérapeutes. C'est extrêmement positif. Il y a un état d'esprit extrêmement amical, extrêmement sympa. Et on n'est jamais tout seul, on n'est jamais paumé. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire, notamment en créant ce groupe Facebook, mais aussi en proposant les interventions qui se passent dans la joie et la bonne humeur et qui sont vraiment des moments d'échange. Toujours passionnants en plus. Voilà. D'ailleurs, les personnes qui souhaitent s'inscrire à la formation, je passe toujours par un petit appel téléphonique avant. D'ailleurs, si vous allez sur le site thérapie cognitive-processuelle.com, vous verrez, il y a un petit truc pour réserver un petit appel d'une demi-heure avec moi pour pouvoir justement commencer à faire connaissance, commencer à échanger, voir si la TCP correspond bien à vos besoins.
Et puis également, pour filtrer un peu, parce que évidemment, je forme les psychologues, les psychiatres ou les médecins psychothérapeutes qui sont, voilà, qui ont déjà un bagage suffisant pour pouvoir en effet se former à la TCP. Voilà. Mais il y a des personnes qui ne sont pas formées au TCC. On n'a pas besoin d'être formé au TCC pour se former à la TCP. Peut-être parmi vous des personnes qui ne sont pas formées au TCC. Ça, c'est pas un souci. Au contraire, vous allez apprendre les TCC à travers la TCP. Et vous allez aller direct au but, c'est-à-dire à la pratique. Voilà. Et on peut continuer après en, Bien sûr. disons, Voilà. Si on le souhaite, vers on la peut aller TCC ensuite. conventionnelle, hein. Mhm. Bien sûr. Complètement. Il y a quelqu'un Est-ce qui qu'on a tout demande si c'est vu? connu dans les CMP, je crois. Si j'ai bien compris la question, est-ce que c'est une technique qui est, j'essaie de la retrouver, Dans utilisée les dans les CMP? CMP et J'en connue sais dans les CMP? absolument rien. Je ne sais pas du tout. Je pense qu'on a parmi les collègues formés des personnes qui travaillent en CMP, ça c'est certain. Ouais. Mais est-ce qu'elle est connue dans les CMP de manière générale? Je ne sais pas répondre à cette question. Je pense dans les CMP, c'est souvent très psychanalytique, à ma connaissance, en France, Ouais. malheureusement. En tout cas, Oui, elle est pas connue par les psychiatres hein, pour l'instant. Donc, ouais. la communauté des psychologues de CMP, où il y a plusieurs modes de formation. Donc, je sais pas, ouais. Mm. Ouais. Alors, elle va être bientôt un peu plus connue par les psychiatres, parce qu'avec Nathalie et puis Anne aussi, qui n'a pas pu venir ce soir, mais Anne But, Faillant, qui est psychiatre aussi, on va bientôt aller au congrès de psychiatrie de Rennes, qui a lieu à Rennes cette année. Et on va faire voilà, une communication sur la TCP. Et notre sujet a été retenu parmi plein de sujets proposés, hein, et la TCP a été retenue par le jury qui a sélectionné les sujets pour cette année. Donc, on est super contentes toutes les trois d'aller au congrès de Rennes, voilà, parler aux psychiatres qui souhaitent faire de la psychothérapie et leur montrer comment la TCP peut les aider aussi. Bien. Est-ce qu'on a répondu à tout? Je suis en train de regarder en même temps. Donc, je crois que oui, sauf s'il y avait Il me quelque chose encore semble qui nous que serait oui, ouais. passé. J'espère ne rien Voilà. oublier. Ok. Ben, écoutez, Je crois qu'on en est tout pas cas, mal. on est pas mal. Ben, c'était un grand plaisir. On va essayer Mhm. d'organiser une autre conférence avec toutes les personnes qui n'ont pas pu venir ce soir. Mais si on avait été 11, on aurait fait 4 heures de conférence. Donc là, c'était plutôt pas mal comme ça. Je pense Ouais, qu'on a finalement. déjà largement dépassé le temps. Mais en tout cas, vraiment, merci pour votre présence. Merci pour vos questions. C'était un plaisir, vraiment, d'échanger avec vous. Et Un vrai moi plaisir. aussi, je voudrais vous remercier d'être là. Et pour moi, ça a été un vrai plaisir de participer et de voir qu'en France, la TCP avance vraiment à une vitesse vraiment très bonne, hein. Je suis très content. Merci à vous tous.